J'avais à peine posé la main sur la poignée de la porte que quelque chose s'est arrêté en moi. Une sensation. Pas encore une pensée, pas encore une douleur. Juste ce silence étrange qui précède les moments qui changent une vie pour toujours. J'ai ouvert la porte. Et là, dans ma chambre, sur mon lit, avec mes draps, avec ma sœur, il y avait mon mari, Mamadou, l'homme que j'avais épousé 22 ans plus tôt dans cette même ville de Lyon, devant ma famille, devant Dieu. L'homme pour qui j'avais quitté Dakar à 26 ans, laissant derrière moi ma mère, mes cousines, le bruit du marché Sandaga, l'odeur du thiéboudienne le dimanche. L'homme que j'avais suivi jusqu'en France avec 2 valises et un cœur plein d'espoir. Et avec lui, il y avait Nadia, ma sœur, ma petite sœur de 8 ans de moins que moi, celle que j'avais aidée à faire ses devoirs quand elle était enfant, celle que j'avais hébergée pendant 7 mois quand elle avait perdu son appartement à Marseille, celle que j'avais défendue à chaque dispute familiale, que j'avais protégée, que j'avais aimée d'un amour que seules les grandes sœurs connaissent vraiment. Elle était là, dans ma chambre, dans mon lit, avec mon mari. Je m'appelle Soraya, j'ai 54 ans. Et pendant exactement 3 secondes, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais il ne s'est pas arrêté. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Je me souviens de chaque détail de ce moment, comme si c'était gravé dans ma chair. C'était un jeudi soir, en novembre. Il faisait froid dehors. Et je rentrais plus tôt que prévu, parce que la réunion avec mon responsable avait été annulée à la dernière minute. J'avais même envoyé un message à Mamadou pour lui dire que j'arrivais. Il n'avait pas répondu. J'avais pensé qu'il dormait. Il dormait souvent tôt depuis quelques mois, il disait qu'il était fatigué. Je n'avais pas posé de questions. Je ne posais jamais de questions. Quand j'ai ouvert cette porte, Nadia a hurlé. Pas un cri de honte, un cri d'agression. Elle a attrapé le drap, elle s'est levée, et les premiers mots qu'elle a prononcés n'étaient pas « pardon ». C'était « Ne fais pas de scandale, Soraya. Ne commence pas, ne commence pas », comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal. Mamadou, lui, n'a pas dit un mot. Il était assis sur le bord du lit, la tête baissée, les mains sur les genoux, pâle comme s'il avait vu sa propre mort. Et peut-être qu'il l'avait vue d'une certaine façon. Parce que ce soir-là, l'homme que je croyais connaître est mort pour moi. Nadia continuait à parler, la voix forte, comme si c'était elle la victime. Elle me disait que j'avais toujours été trop froide, que je n'avais jamais su rendre Mamadou heureux, que c'était ma faute si ça en était arrivé là. Chaque mot était une gifle. Et pourtant, ce n'est pas la trahison qui m'a paralysée cette nuit-là. C'est la facilité avec laquelle elle parlait. Comme si elle avait répété ses phrases. Comme si elle savait exactement quoi dire si jamais je rentrais à l'improviste. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée dans la cuisine. Je me suis assise. Et j'ai pleuré en silence pendant 1 heure entière, les 2 mains à plat sur la table, le regard fixé sur rien. Mais avant de continuer à vous raconter ce qui s'est passé ensuite, parce que ce que j'ai découvert après cette nuit est bien plus grave que ce que vous imaginez, je veux vous demander quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Appuyez sur le bouton rouge, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces histoires. Parce que chaque semaine, des femmes comme moi, des femmes ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires, viennent ici pour parler. Et peut-être que vous avez vous aussi une histoire qui mérite d'être entendue. Racontez-la dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez traversé. Cette chaîne existe pour vous, pour nous, pour toutes celles qui ont porté des silences trop lourds pendant trop longtemps. Maintenant, revenons à cette nuit, parce que ce n'était que le début. Je suis née à Dakar en 1970, dans le quartier de la Médina. Ma mère s'appelait Kadi, mon père s'appelait Ibrahima. Nous étions 4 enfants et moi j'étais l'aîné. J'avais appris très tôt ce que ça signifiait d'être l'aîné. Ça voulait dire tenir. Ça voulait dire ne pas pleurer avant les autres. Ça voulait dire que si quelqu'un avait faim et qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde, c'était toi qui te servais en dernier. J'aimais ma famille. Je l'aimais profondément, avec cette sorte d'amour qui ne demande pas grand-chose en retour, parce qu'ils n'ont pas appris à se défendre. Nadia était la petite dernière. Elle était arrivée quand j'avais 8 ans, et je me souviens encore de la première fois que ma mère me l'a mise dans les bras. Elle était minuscule, elle sentait le lait et le talc, et elle me regardait avec des yeux qui ne comprenaient encore rien au monde. J'avais décidé, à ce moment-là, que je la protégerais toujours. C'est peut-être là que j'avais commis ma première erreur. Décider de protéger quelqu'un qui ne vous a jamais demandé de le faire, c'est risquer de confondre l'amour avec la servitude.
Quand j'avais 26 ans, j'ai rencontré Mamadou lors d'une fête chez des amis communs. Il était venu de France pour les vacances. Il était grand, il parlait bien, il avait ce sourire facile des hommes qui savent exactement l'effet qu'ils font. On s'est fréquentés pendant 1 an. Il m'a demandé en mariage. Ma mère pleurait de joie. Mon père avait dit que c'était un bon parti. Nadia avait 18 ans. Elle cessait et applaudissait, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que j'avais pris pour de l'admiration. Aujourd'hui, je me demande si c'était déjà autre chose. Je suis arrivée à Lyon en 1997. Mamadou travaillait dans la logistique, une entreprise de transport dans la banlieue nord. J'ai refait mes études ici. J'ai appris à naviguer dans ce pays qui n'était pas le mien. J'ai appris à me battre dans un système qui ne vous attendait pas, surtout quand vous étiez une femme noire, venue d'Afrique de l'Ouest, avec un accent et un diplôme étranger. J'ai fini par décrocher un poste dans une maison de retraite, comme aide-soignante d'abord, puis comme coordinatrice des soins après une formation complémentaire. Je n'avais pas une vie de luxe, mais j'avais une vie digne. Et cette dignité, je l'avais construite toute seule, brique par brique, sans que personne ne m'ouvre les portes. Mamadou, lui, avait changé avec les années. Pas brusquement, lentement, comme une plante qui se dessèche quand on oublie de l'arroser. Il était devenu distant, irritable, souvent absent même quand il était là. Je lui avais parlé, plusieurs fois. Il disait que c'était le travail, le stress, la fatigue. Je le croyais, parce que je voulais croire que notre mariage valait encore quelque chose. Nadia, de son côté, était venue s'installer à Lyon 3 ans plus tôt. Elle avait quitté Marseille après une rupture douloureuse avec un homme qui l'avait beaucoup fait souffrir, m'avait-elle dit. J'avais tout fait pour l'aider. J'avais cherché un appartement avec elle. Je lui avais avancé 2 mois de caution. Je lui avais prêté des meubles. Je lui avais présenté des amis. Et pendant ces 3 ans, elle venait chez nous presque chaque semaine. Elle mangeait à notre table. Elle riait avec Mamadou. Je pensais que c'était beau, que ma famille s'agrandissait, que le fait qu'ils s'entendaient bien était une chance. Je ne voyais rien, ou peut-être que je ne voulais pas voir. Parce que ce que j'ai compris depuis, c'est que les trahisons les plus profondes ne tombent pas du ciel. Elles se construisent lentement, sous vos yeux, dans vos propres murs, avec vos propres clés. Les premiers signes étaient là depuis longtemps. Je me souviens d'un soir où j'étais rentrée et j'avais trouvé Nadia et Mamadou assis dans le salon, en train de parler à voix basse. Quand j'étais entrée, ils s'étaient tus immédiatement. Mamadou avait dit qu'ils parlaient d'un film. Nadia avait souri. J'avais souri aussi. Et nous avions dîné tous les 3 comme si rien ne s'était passé. Je me souviens d'une autre fois où j'avais vu un message s'afficher sur l'écran du téléphone de Mamadou. Juste 1 seconde, juste le début. Le prénom de Nadia. Et quelques mots que je n'avais pas eu le temps de lire. Il avait retourné le téléphone avant que je puisse voir la suite. J'avais demandé ce que c'était. Il avait dit qu'elle lui demandait conseil pour son travail. J'avais hoché la tête. J'avais fait la vaisselle. Et j'avais rangé ce moment dans la partie de ma mémoire où l'on met les choses qu'on ne veut pas encore comprendre. Parce que comprendre, parfois, coûte trop cher. Le soir où j'ai ouvert cette porte, après 1 heure passée immobile dans la cuisine, Mamadou est venu me retrouver. Il s'est assis en face de moi. Il avait les yeux rouges. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit que ça s'était passé comme ça, que ça n'avait pas de sens, que ça ne durerait pas. Il parlait comme quelqu'un qui récite un texte appris. Il n'y avait pas de larmes dans sa voix. Il y avait de la peur. Et la peur, ça ressemble à la culpabilité, mais ce n'est pas pareil. La culpabilité, c'est quand tu regrettes ce que tu as fait. La peur, c'est quand tu regrettes de t'être fait prendre. Nadia, elle, était partie, sans me dire au revoir, sans me regarder. Elle avait ramassé ses affaires et elle était sortie par la porte d'entrée comme si c'était elle la blessée de cette histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu le matin assis dans le canapé du salon, les yeux ouverts, le cœur froid. Et au lever du soleil, une seule pensée était claire dans ma tête. Je devais comprendre depuis combien de temps cela durait. Pas pour me faire encore plus de mal, mais parce que quelque chose dans le comportement de Nadia, dans la façon dont elle avait parlé, dans la façon dont elle savait exactement quoi dire, me disait que cette trahison était plus grande que ce que mes yeux avaient vu. Le lendemain matin, Mamadou est parti tôt. Il m'a dit qu'il allait réfléchir, qu'il avait besoin d'espace. Je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé partir. Et quand la porte s'est fermée derrière lui, j'ai ouvert son ordinateur portable. Il n'avait pas changé le mot de passe. C'était le même depuis des années.
le prénom de notre fils aîné, Ibrahima, suivi de sa date de naissance. Ce que j'ai trouvé dans cet ordinateur, je n'étais pas prête pour ça. Il y avait des échanges entre Mamadou et Nadia qui remontaient à 18 mois. 18 mois. Pendant tout ce temps où je pensais que ma vie était simplement difficile, qu'il fallait tenir, qu'il fallait que je sois plus patiente, plus présente, plus compréhensive, pendant tout ce temps, il correspondait, il se voyait. Et dans ces messages, il n'y avait pas que de l'amour. Il y avait des plans qui me concernaient directement. Dans un échange daté de 7 mois plus tôt, Nadia écrivait à Mamadou « On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il faut qu'on règle la question de l'appartement. Si elle ne part pas d'elle-même, il faudra trouver un autre moyen. L'appartement. Notre appartement de Lyon, dans le 8e arrondissement, que nous avions acheté ensemble en 2008. Un appartement de 4 pièces, avec une terrasse qui donnait sur un jardin, que j'avais choisi, que j'avais décoré, que j'avais entretenu pendant 15 ans. Un appartement qui valait aujourd'hui plus de 350 000 €. Un appartement que Mamadou avait apparemment l'intention de récupérer. Sans moi. Et dans un autre message, encore plus récent, Nadia lui répondait « J'ai parlé avec Laurent. Il dit que si tu fais la demande en divorce pour faute de ta femme, avec les bons arguments, tu peux garder le bien immobilier. Il faut juste que tu trouves quelque chose contre elle. N'importe quoi. Laurent. » Je ne connaissais pas ce prénom dans leur cercle. Mais ce que je comprenais, c'est qu'ils cherchaient un moyen de me retirer ce que j'avais construit. Pas juste mon mariage, mon toit, ma sécurité, mes 22 ans d'efforts mis dans une vie commune. La traîtrise ne s'arrêtait pas à mon lit. Elle avait des fondations. Elle avait une stratégie. Et cette stratégie avait un nom. Me dépouiller. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert cette porte la veille au soir, je n'avais plus envie de pleurer. J'avais envie de me battre. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Mamadou avait, lui aussi, passé cette nuit-là à se préparer. Et quand la porte de cet appartement s'est ouverte à 14h30 ce vendredi-là, ce n'était pas mon mari seul qui est entré. C'était mon mari, accompagné d'un homme en costume gris, avec une mallette en cuir noir et une façon de me regarder qui me disait qu'il n'était pas là pour une visite de courtoisie. Mamadou a posé la main sur la porte-fenêtre du salon. Il a toussé. Et puis il a dit, d'une voix qu'il essayait de rendre ferme, mais qui tremblait légèrement sur les bords, « Soraya, je te présente Maître Fontaine, mon avocat. » Voilà, la partie allait vraiment commencer. J'ai entendu mon propre souffle se briser dans ma poitrine au moment où j'ai vu leur corps emmêlés sur mon lit. Le temps s'est figé. Pas de cris, pas de gestes. Juste cette image, violente, immobile, gravée dans mes yeux comme une brûlure. Et au fond de moi, une certitude froide s'est installée. Ce que je voyais n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était quelque chose de bien plus ancien, de plus profond, de plus calculé que je ne pouvais encore l'imaginer. Je m'appelle Soraya, j'ai 54 ans. Je suis née à Dakar, dans un quartier où les murs étaient fins, mais les liens familiaux solides. J'ai grandi en apprenant que la famille, c'était sacré, que le sang ne trahit pas, que les sacrifices qu'on fait pour les siens finissent toujours par être reconnus, d'une manière ou d'une autre. Pendant des années, j'ai vécu avec cette conviction, sans jamais la remettre en question. Quand j'ai rencontré Mamadou, j'avais 26 ans. Il représentait tout ce que je pensais vouloir, la stabilité, un avenir en Europe, une vie meilleure. Il parlait avec assurance, il savait rassurer, il savait promettre. Et moi, j'étais prête à croire, prête à construire, prête à quitter tout ce que je connaissais pour suivre cet homme qui me regardait comme si j'étais importante. Alors je suis partie. J'ai laissé derrière moi ma mère, mes souvenirs, mes repères. J'ai appris à vivre à Lyon, dans un pays où chaque chose devait être conquise. Rien ne m'a été donné. J'ai travaillé dur, j'ai étudié encore, j'ai accepté des humiliations silencieuses, des regards lourds, des remarques à peine voilées, mais j'ai tenu, toujours. Parce que je croyais que tout cela avait un sens, que tout cela construisait quelque chose de solide. Notre appartement, je m'en souviens encore le jour où nous l'avons visité. La lumière entrait doucement par les grandes fenêtres. Il y avait cette terrasse, simple mais paisible. Je m'étais dit, voilà, c'est ici que ma vie va se poser. Et pendant des années, j'ai entretenu cet endroit comme on entretient un refuge. Chaque objet avait sa place. Chaque détail racontait une partie de mon effort, de ma patience, de mon amour. Et puis il y avait Nadia, ma petite sœur,
celle que j'avais portée sur mon dos quand elle était enfant, celle pour qui je me privais sans même y penser. Quand elle m'a appelé en pleurs, après sa rupture à Marseille, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je lui ai ouvert ma porte. Je lui ai offert ce que j'avais. Mon temps, mon argent, mon énergie. Je pensais que c'était ça, être une grande sœur. Au début, tout semblait normal. Elle venait souvent à la maison. Elle riait, elle racontait ses histoires, elle retrouvait une forme de stabilité. Mamadou se montrait attentif avec elle. Il lui donnait des conseils, il la faisait rire. Je voyais ça comme quelque chose de beau. Une famille qui tient ensemble malgré les difficultés. Mais aujourd'hui, quand je repense à ces moments, certains détails me reviennent avec une précision presque douloureuse. Un regard un peu trop long. Un silence étrange quand j'entrais dans une pièce. Des conversations qui s'arrêtaient tant brusquement. À l'époque, je chassais ces pensées. Je me disais que j'exagérais, que je devais faire confiance, que la fatigue me faisait voir des choses qui n'existaient pas. Parce que parfois, la vérité est juste devant nous, mais on choisit de ne pas la regarder. Et puis il y avait Mamadou. Il avait changé, lentement, presque imperceptiblement. Il parlait moins, il évitait les discussions profondes. Il trouvait toujours une excuse pour expliquer son absence, son silence, sa distance. Et moi, je faisais ce que j'avais toujours fait. Je comprenais, je pardonnais, j'attendais. Je pensais que c'était ça, aimer quelqu'un. Je me trompais. Le soir où tout a basculé, quelque chose en moi avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas clair, ce n'était pas une pensée construite, juste une sensation, comme un vide étrange dans l'air. Comme si la maison elle-même retenait son souffle. Quand j'ai ouvert cette porte, tout s'est confirmé en une seconde. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas seulement ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Ne fais pas de scandale, Soraya. Ne commence pas. Ces mots, cette façon de parler, comme si j'étais l'intruse, comme si j'étais celle qui dérangeait, comme si tout cela était normal. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré en moi, pas mon cœur. Quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais jamais remis en question jusque-là. Je suis sortie de la chambre sans un mot. Mes jambes tremblaient, mais je marchais, lentement, comme si chaque pas me ramenait vers une réalité que je ne reconnaissais plus. Dans la cuisine, je me suis assise et j'ai laissé le silence m'envahir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas cassé d'objet, je n'ai pas cherché à comprendre tout de suite. J'ai juste pleuré. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette trahison n'était pas née ce soir-là. Et ce que j'allais découvrir quelques heures plus tard allait transformer cette douleur en quelque chose de bien plus dangereux. Le lendemain matin, le silence dans l'appartement était différent. Ce n'était plus ce silence lourd de la veille, rempli de choc et d'incompréhension. C'était un silence froid, calculé, comme si quelque chose en moi s'était déplacé pendant la nuit. Je n'avais pas dormi. Pas une seconde. J'étais restée assise dans le salon, le regard perdu, mais l'esprit en train de reconstruire chaque détail, chaque souvenir, chaque geste que je n'avais pas compris avant. Quand Mamadou est parti, il a évité mon regard. Il a parlé vite, trop vite. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il allait prendre de la distance. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond de moi, je savais déjà que ces mots ne contenaient aucune vérité. Seulement de la peur. Et cette peur, elle ne venait pas de ce qu'il avait fait. Elle venait de ce que moi, j'allais découvrir. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je suis restée immobile quelques secondes, juste assez pour entendre ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis j'ai respiré profondément, une seule fois, et je me suis levée. Je savais exactement où aller. Son ordinateur était là, posé sur la table du salon, comme tous les jours, comme si rien n'avait changé, comme si la veille n'avait jamais existé. Ce détail m'a frappé, cette normalité apparente, cette illusion de vie intacte. J'ai ouvert l'ordinateur. Le mot de passe n'avait pas changé. Le prénom de notre fils, suivi de sa date de naissance. Ce simple geste, entrer ce mot de passe, m'a donné une sensation étrange. Comme si j'entrais dans un espace qui ne m'appartenait plus. Comme si j'allais découvrir une vérité que je n'étais pas prête à porter. Et pourtant, je l'ai fait. Les premières minutes, je n'ai rien vu d'anormal. Des mails professionnels, des documents, des factures, une vie ordinaire, presque banale. Mais quelque chose en moi refusait de s'arrêter là. Alors j'ai continué, jusqu'à ce que je tombe sur un dossier. Un dossier qui n'avait pas de nom particulier,
Juste une suite de lettres et de chiffres, comme s'il avait été caché sans vraiment l'être. Je l'ai ouvert, et tout a basculé une deuxième fois. Des échanges, des dizaines, des centaines de messages, entre Mamadou et Nadia. Pas récents, pas occasionnels, réguliers, organisés, anciens, très anciens. Je me suis arrêtée sur une date. 18 mois plus tôt. 18 mois. Pendant 1 an et demi, ils parlaient, ils se voyaient, ils construisaient quelque chose, pendant que moi, je continuais à vivre dans une illusion que je croyais solide. Mes mains tremblaient, mais je continuais à lire. Au début, c'était des messages simples, des conversations banales, des blagues, des souvenirs, puis petit à petit, le ton changeait. Les mots devenaient plus intimes, plus directs, plus dangereux. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une faiblesse. C'était une relation, construite, entretenue, assumée. Et puis, il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas imaginé. Des messages où ils parlèrent de moi, pas comme d'une épouse, pas comme d'une sœur, comme d'un obstacle. Je me souviens d'un message précis. Je pourrais le réciter encore aujourd'hui, mot pour mot. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il faut qu'on règle la question de l'appartement. L'appartement, mon cœur s'est serré. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Quelque chose de plus dur, plus froid. J'ai continué à lire. Si elle ne part pas d'elle-même, il faudra trouver un autre moyen. Un autre moyen. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un écho, comme une menace silencieuse, comme une preuve que tout cela allait bien au-delà d'une simple trahison. Ils planifiaient, ils réfléchissaient, ils anticipaient, et moi, je n'étais qu'une pièce dans leur stratégie. Puis un autre message, plus récent. J'ai parlé avec Laurent. Il dit que si tu fais la demande en divorce pour faute de ta femme, tu peux garder le bien immobilier. J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. Laurent, un nom que je ne connaissais pas, mais ce qu'il représentait était clair. Un avocat, une aide extérieure, une personne impliquée dans quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Il faut juste que tu trouves quelque chose contre elle, n'importe quoi. N'importe quoi. Ces mots-là ont tout changé, parce qu'à cet instant précis, j'ai compris une chose. Ce n'était pas seulement mon mariage qu'il voulait détruire, c'était ma vie, mon équilibre, ma sécurité, tout ce que j'avais construit pendant plus de 20 ans. Il ne voulait pas partir. Il voulait me faire partir, me pousser, me briser, me salir s'il le fallait, pour récupérer ce qui, à leurs yeux, devait leur appartenir. Je suis restée là, devant cet écran. Pendant je ne sais pas combien de temps, les minutes passaient, mais quelque chose en moi devenait de plus en plus clair. Je n'étais plus en train de découvrir une trahison, j'étais en train de découvrir un plan. Et ce plan avait commencé bien avant que j'ouvre cette porte la veille. Quand j'ai fermé l'ordinateur, mes mains ne tremblaient plus, mes larmes s'étaient arrêtées. Le silence autour de moi n'était plus vide, il était plein, plein d'une décision qui venait de naître. Je me suis levée lentement, j'ai regardé autour de moi, chaque objet, chaque mur, chaque détail de cet appartement. Et pour la première fois depuis des années, je ne voyais plus un foyer, je voyais un terrain de bataille. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'au même moment, Mamadou n'était pas simplement en train de réfléchir, il était en train d'agir. Et quelques heures plus tard, quand la porte de cet appartement s'est ouverte à nouveau, je n'étais plus seule face à lui,